Donc, Elsa, je te laisse te présenter d'abord. Oui. Donc, moi, c'est Elsa Guedes, je suis la directrice de la crèche d'Épaules et je suis infirmière puéricultrice de formation. Voilà, ça fait quasiment 3 ans que j'ai rejoint les Petites Canailles, d'abord sur la crèche de Saint-Germain-en-Laye et maintenant pour l'ouverture de la crèche d'Épaules. Donc, moi, c'est Tatiana. Je suis la directrice de la crèche des Corvevois depuis maintenant 5 ans. Je suis également des formations infirmière puéricultrice. Et sinon, en parallèle aussi de mon travail des directrices, j'accompagne également à des parents sur des coachs des sommeils, justement, pour cet sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, comme on a dit, on va commencer par un petit peu des théories, parce que je pense qu'il est important qu'on connaisse le sommeil pour pouvoir comprendre pourquoi c'est aussi différent qu'un adulte. Donc, et ce qui est important pour moi d'aujourd'hui, c'est de comprendre que c'est complètement différent à un adulte et c'est pour ça qu'ils vont avoir beaucoup plus besoin d'accompagnement qu'un enfant qui est déjà beaucoup plus grand. Et donc, je vous ai présenté comment c'est les cycles des sommeils des 0 à 3 ans, parce que c'est la tranche d'âge qui nous concerne aujourd'hui. Et donc, vous allez voir que donc dans les cycles que nous on appelle les trains du sommeil, donc on va voir différentes parties et vous voyez que des 0 à 2 mois elle est différente au reste, des 2 à 9 elle est différente également et des 9 à 3 ans elle est différente aussi également. Quand on voit sur les 0-2 mois, on parle des sommeils agités dans la première partie du sommeil. On parle que c'est un sommeil qui est très, comment on pourrait dire, ce n'est pas du tout géré par l'enfant. C'est comme une déconnexion. C'est comme un interrupteur. L'enfant, il est en éveil et hop, il y a cet interrupteur qui se déclenche. C'est pour ça que quand ils sont tout petits, ils s'endorment n'importe où, ils dorment beaucoup et que même sans rien, parfois on va les voir dans les bras et ils vont dormir. Donc ils ont besoin de rien particulier, ils dorment et ils dorment beaucoup pendant ces temps-là. On dit des cycles qui vont durer beaucoup moins que quand ils sont plus grands, donc des 50 minutes. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, à la fin de ces cycles-là ou de ces trains-là, c'est qu'il y a un micro-réveil. Donc, ou bien l'enfant va enchaîner avec un autre train, donc c'est-à-dire qu'il va continuer à dormir pour un nouveau cycle, ou bien il va se réveiller. Et là où il y a là où ça commence à être différent, ça va être des 2 à 9 mois, que c'est souvent quand les enfants vont arriver chez nous, c'est que ça commence par un sommeil paradoxal. Et c'est marrant pourquoi on l'appelle paradoxal, parce que c'est le sommeil où l'enfant va être le plus calme, il ne bouge pas du tout, mais par contre, c'est le sommeil sur lequel son cerveau a le plus d'activité. Et donc, chaque partie du sommeil a son intérêt. Et donc, dans le sommeil paradoxal, l'intérêt de cette partie-là, c'est que l'enfant, il va intégrer tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il a vu nouveau dès sa journée. Donc, en plus, je trouve qui est fascinant, c'est que c'est pas pour rien. C'est l'âge, ils sont tout petits, tous les jours ils découvrent plein de trucs qui sont pas nouveaux. Donc, on va dire que son corps va privilégier dans cette période-là de sa vie qu'il intègre tout ce qu'il a appris dès sa journée. Et donc ensuite, il va passer sur du sommeil lent au sommeil lent profond. Et ce que va être intéressant pendant cette partie-là, c'est que c'est là où on va se reposer. C'est là où l'enfant va reprendre de l'énergie, où il va récupérer. Donc, on est tous d'accord que des 2 à 9 mois, c'est une âge où ils sont plutôt allongés, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Donc, du coup, voilà, je trouve super intéressant que le corps, il est fait pour que l'enfant, à cet âge-là, il intègre plus plutôt que le repos, parce que de toute façon, à cet âge-là, il n'y a pas non plus une dépense énergétique par rapport à cet enfant qui est trop grande. Et donc, pareil comme d'habitude, donc ces cycles-là sont plutôt maintenant des 70 minutes. Eh bien, l'enfant va enchaîner avec un autre cycle, ou bien il y a un réveil qui va se faire.
Et pour finir, il y a un changement vers 9 mois qui est justement la période où beaucoup des parents ils vont se dire je comprends pas, il dormait super bien, il s'endormait tout seul, je le posais sur son lit, il n'y avait pas besoin des accompagnements et comme par hasard là il me demande d'être là pour lui, d'être là. Donc, pourquoi c'est parce que, comme vous pouvez le remarquer, au lieu de commencer son sommeil par un sommeil paradoxal, que c'est un sommeil où on va rentrer très rapidement et on n'a pas besoin d'être très longtemps parce que ça ressemble un peu à ce qu'on a parlé tout à l'heure au sommeil agité. Donc, c'est un peu spontané pour l'enfant. Par contre, à l'envers, un sommeil lent, ça demande du temps, de lâcher prise et de se sentir en sécurité pour rentrer dedans. Et c'est pour ça que des enfants qui avant n'avaient pas besoin d'être accompagnés, aujourd'hui, commencent à avoir besoin d'une présence de l'adulte, d'un renforcement qu'avant peut-être il n'y avait pas besoin. Et la même chose, c'est ce qu'on disait. Donc là, de 9 mois à 3 ans, on est tous d'accord que l'enfant commence à beaucoup bouger, à beaucoup se dépenser. Et donc, il va commencer par plutôt un sommeil réparateur et en fin des sommeils, c'est là où il va intégrer tout ce qui est passé dans sa journée avec un sommeil paradoxal. Donc, je vois qu'il y a une petite question. Donc, le sommeil paradoxal, comme je disais, Amélie, très rapidement, c'est un sommeil qui permet à l'enfant d'intégrer tout ce qu'il a appris de sa journée et on l'appelle paradoxal parce que visuellement, l'enfant ne bouge pas du tout, mais paradoxalement, justement, son cerveau, c'est là où il a le plus d'activité pendant son sommeil. Donc, j'espère que c'est clair. Voilà, super. Très bien. Donc, du coup, je vais poursuivre. C'est un tableau que j'adore donner à les parents. C'est pour vous montrer. Donc, ces tableaux, il vous dit. Donc, un bleu foncé, c'est ce qui est recommandé en termes de nombre d'heures par jour qu'un enfant il peut faire. Donc, si on prend un exemple, un enfant qui a entre 4 et 11 mois, il est recommandé qu'il dort tout au long de la journée. Donc, attention, c'est sieste et sommeil des nuits compris. Donc, il devrait faire entre 12 et 15 heures par jour. Mais là où je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est le bleu clair, que c'est est-ce qui est possible et on ne rentre pas dans le pathologique. C'est-à-dire que un enfant qui a 4-11 mois, qui dort 18 heures par jour, c'est un enfant qui est en bonne santé, pareil que c'est lui qui fait 10 heures par jour. Là où on va s'inquiéter, c'est quand on va aller plus bas ou plus haut que dans ces tableaux-là. Donc, pour vous montrer que, par exemple, un enfant qui a 1 an et qui dort, par exemple, 9 heures par jour entre la nuit et ses siestes, c'est un enfant qui peut aller bien. Pareil que c'est lui qui fait 15 heures. Et quand même, on a 6 heures de différence. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point chaque enfant est différent et que parfois, on va le voir plus tard, des certains enfants qui vont louper quelques siestes, c'est pas non plus grave parce que peut-être qu'il compense avec sa nuit. Donc, ou qui compense avec les siestes et qui dort moins pendant la nuit, c'est possible aussi. Donc, on verra ça tout à l'heure aussi également. Et donc, pour être sûr que je n'oublie rien, oui, il y avait un petit truc aussi par rapport au cycle des heures. Donc, on n'a pas voulu rentrer sur quels sont les signes des fatigues parce que ça pourrait être long et que chaque enfant sont vraiment très, très différents. Mais ce qui était important pour nous de vous dire, c'est que parfois, par contre, trop de manque de sommeil peut se traduire par trop d'excitation. Et ce qui est quand même pour un adulte un peu contradictoire. On s'est dit, mais regardez, il saute partout, il n'a pas l'air pas du tout pas fatigué. Justement, ça peut être parce qu'il est déjà trop, trop fatigué. Pareil que les cycles des sommeils, vous avez dû entendre aussi très, très souvent cette expression. Il a loupé son train et c'est mort jusqu'au prochain cycle. Pourquoi est-ce que ça arrive?
c'est que, et ce qui se passe, c'est que un enfant devrait s'endormir quand il n'est pas encore trop fatigué, quand il n'est pas encore trop fatigué. C'est pareil que pour le biberon, un enfant qui est déjà trop affamé, bah, il va pas manger parce qu'il est trop en colère. Bah, ça, c'est la même chose avec le sommeil. Il faut trouver le bon moment. Et c'est pour ça qu'on parle qu'il faut prendre le train et qu'il faut pas le louper. Parce que si on le loupe, bah, il faudra attendre à qu'un nouveau cycle vienne. C'est pour ça que souvent, on repère déjà les premiers signes de sommeil qui arrivent et que du coup, on se dit, bah, c'est le bon moment et il commence à être fatigué. Exactement. Et que c'est pour ça aussi que tout au début, quand vous faites connaissance avec votre petit bébé, bah, vous connaissez pas encore trop et qu'au final, bah, les parents, avec un moindre signe, une petite, je mets mes mains, bah, sur les yeux, ils se disent, c'est le moment, allez, on y va. Et qu'ils s'attendent pas à que l'enfant pleure, pour aller le coucher. Ensuite, il faut différencier chaque enfant. Pareil qu'on a dit que chaque enfant va dormir différents types d'heures. Il y a différents types d'enfants pour l'endormissement. Il y a les enfants qui vont s'endormir tout le temps aux mêmes heures, c'est-à-dire mon enfant dort tous les jours à 10 heures. Peu importe s'il s'est réveillé à 7, 5 heures, 6 heures. À 10 heures, tout le temps, il dort. On va avoir aussi l'enfant qui a besoin que le temps d'éveil soit toujours le même. C'est des parents qui vont nous dire, bah, peu importe à l'heure à laquelle il se réveille, il est tout le temps éveillé pendant 2 heures et au bout des 2 heures, il faut le coucher. Ensuite, finalement, on a aussi l'enfant qui va dormir selon sa fatigue. Donc, un jour où il s'est beaucoup dépensé, il va faire plus des siestes, ou qu'il a passé une mauvaise nuit, donc il va dormir plus, et il va il va s'adapter au fur et à mesure de sa journée selon sa fatigue. Et donc, c'est un enfant qu'on va pas coucher à des horaires fixes, sinon que c'est un enfant qu'on va être vraiment à l'écoute de sa fatigue. Et peu importe quel est le type d'enfant, bah, c'est OK et qu'il n'y a pas un mieux que l'autre. Par contre, et ce qui est intéressant pour nous, c'est que souvent quand les parents vont déjà arriver en crèche, c'est qu'ils ont repéré quel type est leur enfant. Parce que c'est ça qui va nous permettre à nous, et que ça, vous allez le voir avec la crèche lors de la période d'adaptation, mais c'est justement à ces moments-là que vous allez nous dire quel type d'enfant il est par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc là, donc ça c'est bon. Et en général, quand vous arrivez déjà, sauf pour les enfants tout petits, des 10 semaines. Mais sinon, en général, vous arrivez déjà en sachant quel type c'est votre enfant. Et qu'est-ce qui peut perturber les endormissements ou un enfant qui dormait très bien? Bah, il y a vraiment plein de choses qui peuvent perturber et qu'il faut les avoir en tête aussi également, parce qu'il y a des choses que pour nous, quand on connaît pas, on peut penser que c'est pas un truc qui est important. Mais par contre, en effet, par exemple, quand on parle des changements familiaux, un parent qui est en déplacement, un arrivée d'un nouveau frère ou une nouvelle sœur. Et donc, du coup, c'est des choses qui peuvent Influer. justement perturber le sommeil, même si nous, en tant qu'adultes, on s'est dit, ça peut pas avoir un lien, une relation. Ensuite, vous avez ce qui est les pics décroissants, donc qui peuvent également perturber. Donc ça peut être sur les deux sens. Ça peut être que l'enfant dort moins, mais ça peut être aussi également que l'enfant dort beaucoup plus que d'habitude. Il y a les maladies, les poussées dentaires qui vont venir perturber également leur sommeil. Et une qui est très intéressante et qu'on ne connaît pas tout le temps et que j'aime bien en parler, c'est les nouvelles acquisitions motrices. C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'un enfant qui, par exemple, passe être tout le temps sur son dos, qui arrive à se retourner tout seul, un enfant qui arrive à faire du quatre pattes, un enfant qui sait marcher, c'est des périodes qui peuvent perturber leur sommeil parce que, mine de rien, ils voient le monde d'une autre façon par rapport à ce qu'ils voyaient avant. Et donc, du coup, parfois, ça peut être un peu perturbant pour eux et justement, ça peut venir également perturber cette sommeil.
Et donc, encore une fois, juste pour finir sur cette partie-là qui est théorique, c'est super important du coup pour nous en tant que professionnels que vous nous dites parfois tous les petits changements qu'ils peuvent avoir au quotidien pour mieux comprendre du coup quand il y a de perturbations. Donc là, je laisse Elsa prendre la main. Merci Tatiana pour toute cette partie sur la théorie. Alors, on va voir un peu l'endormissement du coup à la crèche, comment ça se passe pour les enfants. Donc, comme l'a mentionné Tatiana, la première grosse étape, c'est la communication avec les parents. Donc, ça passe vraiment dès lors de la période de familiarisation. Donc, nous, vous savez qu'on propose une période de familiarisation sans séparation. Donc, on propose vraiment de vous investir dans la vie de votre enfant à la crèche. Et du coup, ça passe vraiment par un échange entre vous et les professionnels, puisque vous êtes la personne qui connaît le mieux votre enfant. Donc, dès cette période, on vous demande, vous verrez, vous avez déjà vécu, on vous pose souvent du coup des questions, et notamment du coup sur le sommeil, sur les habitudes d'endormissement de votre enfant, sur les rituels que vous avez mis en place, et comme a dit Tatiana, sur le temps qu'il dorme à peu près dans la journée, pour que nous, on puisse du coup le prendre en charge dans les meilleures conditions à la crèche. Comme vous le savez, on a un but commun, c'est que votre enfant se sente bien à la crèche. Donc, c'est vraiment un partenariat et une communication qui est très importante entre nous. Voilà. Ensuite, du coup, on voulait parler un peu de la vie en collectivité. Donc, comme vous le savez, chaque enfant a ses besoins et il faut qu'on les prenne en compte, nous, dans le collectif. Donc, on voulait, vous savez bien qu'à la crèche, plusieurs enfants peuvent avoir des besoins en même temps. Donc, c'est à nous de nous adapter en tant que professionnels, de pouvoir répondre aux besoins de chacun. On voulait un peu illustrer ça comme une grande fratrie. Hein. Parfois, quand vous êtes à la maison, par exemple, et que vous avez vos 2 enfants ou 3 ou plus, et que vous êtes tout seul, ils ont parfois des besoins différents et il faut pouvoir du coup trouver comment répondre aux besoins de chacun. Si par exemple ils manifestent tous les deux le besoin de se coucher en même temps, forcément si vous êtes seul, vous ne pourrez pas les coucher en même temps. Et à nous, du coup, ça ajoute aussi un petit peu des choses en termes du coup de sécurité des enfants, en termes de taux d'encadrement. Par exemple, si je vous illustre un petit peu, si nous avons plusieurs enfants qui ont besoin de dormir en même temps, on ne peut pas se retrouver toutes les professionnels dans le dortoir puisqu'il faut aussi qu'on surveille et qu'on s'occupe des enfants qui sont éveillés. Donc voilà, ça c'est à nous un peu de jongler du coup à la crèche dans le quotidien sur les besoins de chacun. Comme vous savez, du coup, on a aussi du coup des dortoirs collectifs, donc les enfants dorment dans le même espace et du coup potentiellement du bruit puisqu'ils s'endorment du coup pas forcément en même temps. Certains se réveillent, d'autres s'endorment et on va voir justement du coup un peu les différences qu'on a dans la slide suivante. Alors voilà, on voulait répondre à la question à comment on accompagne vos enfants pour le sommeil à la crèche. Donc comme vous le savez, on a un cadre qui est différent de la maison, puisque comme je le disais, du coup on a des dortoirs collectifs, donc on a plusieurs enfants qui sont dans le même espace. On met pas les enfants à la crèche dans le noir complet, la luminosité peut être différente à la maison. Parfois, quand vous couchez votre enfant à la sieste, vous pouvez fermer les volets et les mettre plus dans l'obscurité que nous. Nous, on vous expliquera que du coup, dans la slide d'après, pourquoi on ne peut pas le faire à la crèche. Il y a souvent les lits aussi qui diffèrent de la maison. Je pense que vous avez remarqué dans l'ensemble de nos crèches, on a plutôt des lits bas. C'est en accord avec notre projet pédagogique et pour pouvoir favoriser l'autonomie du coup des enfants. Et ça peut être différent dans la maison parce qu'à la maison, vous pouvez encore avoir votre enfant qui est en lit à barreaux et c'est pas du tout une mauvaise chose, hein, c'est juste différent. Donc il faut qu'on accompagne les enfants du coup dans ce nouvel environnement, ce nouveau lieu et avec du coup le matériel qui peut être différent. Et comme je vous l'ai dit, ils s'endorment pas tous au même moment et ils se réveillent pas tous au même moment, donc il faut aussi qu'ils composent avec leurs camarades. Donc, ce qui était important pour nous de vous faire aussi savoir, c'est que du coup, le sommeil, c'est considéré comme une deuxième séparation, hein,
Le matin, il y a la séparation avec papa et maman, mais quand on endort notre enfant, c'est aussi une deuxième séparation, enfin vos enfants, c'est aussi une deuxième séparation, parce que je pensais à la maison, excusez-moi. Ça peut être aussi du coup vécu comme une deuxième séparation pour l'enfant. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser, justement, pour accompagner cette séparation, c'est que justement, pendant la période de familiarisation, on vous propose justement de pouvoir accompagner votre enfant dans cet espace dans son lit pour que lui puisse justement être en confiance et vous puissiez aussi être rassuré de vous dire mon enfant, il arrive à s'endormir à la crèche. Voilà, c'est un moment vraiment de partage entre vous et c'est important aussi pour nous. Et ensuite, dans la seconde étape, on propose du coup que ça soit la professionnelle qui endorme l'enfant, mais avec vous à côté. Ça permet aussi que vous puissiez vous libérer, de vous dire, ok, mon enfant, il peut s'endormir avec la professionnelle, mais aussi de transmettre à votre enfant que vous êtes en accord avec ça et que vous êtes OK pour que l'enfant s'endorme dans ce lieu. Que c'est sécurisant pour vous aussi, puisque si c'est sécurisant pour vous, ça va être sécurisant aussi pour votre enfant. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on essaye au maximum du coup de reproduire les rituels d'endormissement que vous procurez à la maison. Donc, si votre enfant il est bercé à la maison, sachez que c'est tout à fait possible à la crèche et on le fera, on prendra le temps qu'il faut. Voilà, qu'il soit bercé dans les bras, dans le lit, qu'il soit papouillé, qu'il soit accompagné au sol avec la présence de quelqu'un, peu importe le rituel, on le maintiendra pour que l'enfant, lui, se sente en sécurité. Alors bien sûr, parfois, il y a des mamans qui endorment leur enfant en allaitant au sein. Vous imaginez bien qu'à la crèche, ça sera plus compliqué de reproduire ce rituel. Mais en tout cas, on fera tout pour trouver une alternative. On proposera peut-être un lange qui peut téter. On proposera de chanter une comptine, de l'accompagner, de le bercer. Voilà. Après, sachez que parfois, je sais que les parents remarquent aussi parfois que le rituel peut aussi changer entre la maison et la crèche. C'est-à-dire que parfois, votre enfant il s'endort seul à la maison et peut avoir besoin d'être bercé à la crèche. Et à la contrario, il peut avoir besoin d'être bercé à la crèche l'inversement. Tout à fait. Et c'est pas grave, c'est pas une chose qui est grave puisque l'important c'est que lui il se sente bien, il se sente serein pour pouvoir s'endormir. Nous, l'important c'est vraiment l'intérêt de l'enfant. Donc voilà, ça peut être 2 rituels différents, c'est pas inquiétant. Oui, et c'est vrai que au quotidien, on voit quand même l'adaptabilité que les enfants ils peuvent avoir parce qu'il y a des parents qui avant l'adaptation vont venir en disant ah mais mon enfant mince il dort que dans le noir total même pour les siestes et qu'ils disent bah il dormira jamais chez vous c'est sûr parce qu'il a besoin du noir et au final l'enfant arrive et s'adapte super bien. Il y en a pour qui non, mais la plupart aussi parfois comme Elsa elle disait il y a des enfants qui font une chose à la maison et une chose chez nous et c'est ok et encore une fois voilà il s'adapte énormément. Voilà, et donc du coup, pour faire la transition aussi entre la maison et la crèche, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle du coup l'objet transitionnel. Donc l'objet transitionnel, c'est quelque chose qui va faire le lien entre la maison et la crèche. Donc ça peut être vraiment plusieurs choses. Ça peut être une tétine si votre enfant a une tétine. Ça peut être un doudou si votre enfant l'a déjà choisi. Ça peut être même un geste qui fait, voilà, comme par exemple prendre son pouce. Il faut que ça soit vraiment quelque chose qui le rassure. Je sais que souvent les enfants arrivent jeunes à la crèche et ils n'ont pas choisi encore leur objet transitionnel parce qu'ils sont pas encore en âge. Mais ce qui est important, c'est que ça soit quelque chose qui soit qui ait votre odeur, qui ait pu être près de vous et quelque chose qui puisse l'accompagner quand il se sépare de vous, puisque quand il sera angoissé ou quand justement il y aura ce moment de la deuxième séparation au moment du sommeil, c'est quelque chose qui va le rassurer. Donc voilà, même si c'est pas un doudou, ça peut être un linge avec votre odeur, quelque chose avec lequel vous avez passé la nuit, ça peut être un t-shirt, voilà. Juste, on vous conseille que ça soit quelque chose de pas trop encombrant, puisque comme vous le verrez après avec Tatiana, on a quelques consignes de sécurité quand même à respecter. Super. Si tu as quelque chose à rajouter, Tatiana? Non, c'est parfait. Je te laisse continuer.
Alors du coup, on va parler des sécurités du coup par rapport au sommeil. Donc on voulait faire un petit rappel et vous présenter aussi également au cas où vous ne connaissez pas encore, vous présenter justement quelques règles. Mais avant tout, Pena, que je présente, vous pouvez aller, j'avais complètement oublié, vous pouvez aller sur sondage. Il y a Léa qui vous a mis un petit sondage que vous pouvez répondre et on reviendra à la fin des slides pour vous répondre et comme ça, vous participez un petit peu. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le sondage. Normalement, moi, je vois qu'il s'affiche un numéro 1 rouge. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, vous pouvez aller et cliquer sur la réponse qui vous paraît la bonne. En tout cas, il n'y a pas de bonnes ou des mauvaises. On verra ça tout à l'heure. Du coup, pour la sécurité, donc dans les crèches, comme vous avez, il y a plein de contrôles, il y a plein de protocoles. Donc, on va être beaucoup plus strict que ce qu'on va être quand on est chez nous à domicile. En tout cas, il y a les règles basiques pour tout le monde, qui sont les mêmes qu'il doit avoir à la maison et qui font partie des mesures pour prévenir la mort subite du nourrisson. Et donc, ça va être la température des pièces qui doit être entre 18 et 21 degrés. Donc, ça peut pas être plus parce que sinon ça fait trop chaud et sinon ça fait trop froid quand même et c'est pas confortable. On évite tout ce qui est gros drap, couette, et c'est là où je reviens à ce que Elsa a dit tout à l'heure par rapport à l'eau doudou. Il faut pas, on voit parfois, ça nous arrive de voir à des enfants que ont un doudou, c'est un plaid. Donc du coup, on ne doit pas pouvoir le prendre parce que c'est trop grand et ça peut couvrir le visage de l'enfant parce que ce qui va être important, c'est que le visage il soit complètement dégagé. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'utilise que des turbulettes. Pareil, qu'on va pas utiliser des draps pour des bébés parce qu'ils peuvent s'enfiler tout en bas et du coup être couverts encore une fois par le linge. Les doudous, donc on va les utiliser parce que pour nous, comme Elsa a dit, c'est un objet qui est extrêmement important pour nous et qui nous aide au quotidien, mais on va pas le mettre sur le visage. Il y en a beaucoup qui vont nous demander et qui ont l'habitude de dormir avec le doudou complément sur le visage. Nous, on peut pas parce qu'il faut vraiment que les voies respiratoires soient bien dégagées. Il faut un lit plat avec un matelas ferme, sauf contre-indication, et c'est de là la question sur le sondage. Et on va coucher toujours les enfants sur le dos. Donc ça, c'est peut-être, ça va poser des questions tout à l'heure. Mais en tout cas, nous, on se doit de les poser sur le dos. Après, si l'enfant, dans son sommeil, il se tourne, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, nous, on se doit de les mettre tout d'abord sur le dos et notamment pour des bébés qui n'ont pas encore beaucoup de mobilité. Et les pièces doivent être bien aérées, pareil que à la maison, on va éviter de fumer sur cette pièce-là ou ainsi que dans toute la maison, par exemple. Et qu'est-ce qui va venir se rajouter dans toutes ces règles des sécurités? Qu'est-ce qui va se rajouter dans nos crèches parce qu'on est un établissement qui a des jeunes enfants? Du coup, sachez qu'il y a plein de protocoles tout autour. Donc, il faut savoir que comme par exemple, c'est l'heure du sommeil pour les grands, ou pour ceux qui sont plus grands et qui vont tout le temps dormir en même temps ensemble, par exemple, après le repas des midi en général, les grands, moyens, grands vont aller tous en même temps aller faire dodo. Du coup, en général, il y a un professionnel qui va rester tout le long dans le dortoir. Maintenant, quand c'est des bébés qui vont dormir tout le long de la journée, ou par exemple, tous les grands se sont déjà réveillés, mais il en reste 3, 4 qui dorment encore, sachez que nous, on a l'obligation de rentrer dans les dortoirs, faire la surveillance tous les 10 minutes. En quoi consiste cette surveillance? Et cela où on dit qu'on ne peut pas être dans le noir complet. On demande aux équipes qui sont sur le terrain de vérifier enfant pour enfant. Donc, c'est pas je regarde de loin, tout le monde dort, c'est OK. C'est vraiment d'aller vérifier enfant pour voir sa coloration, pour voir qu'il n'y a pas des choses qui viennent se mettre sur le nez, sur la bouche. Est-ce qu'il respire bien? Ça, et ensuite, on a toute une traçabilité qu'il faut tracer donc tous les 10 minutes où on va tracer enfant pour enfant. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il est réveillé? Est-ce qu'on le sort du dortoir? Même, il faut savoir que ça peut arriver qu'il y a des enfants qui dorment dans l'espace.
Et pour ces enfants-là, pareil, on va tracer dans l'espace des vies, même s'ils sont pas dans le dortoir, on va tracer leur sommeil. Et en général, c'est tout pour le sommeil. En tout cas, c'est un vrai sujet dans les crèches, donc il y a une vraie surveillance et des vrais protocoles. Pareil qu'on va surveiller et on va tracer quelle a été la température des dortoirs tout le long de la journée. Et que si on trouve que la pièce elle est à 24, on va faire en sorte de diminuer avant de coucher à les enfants. Donc, Ah oui, pardon, mais du coup, je vais voir le sondage. C'est complètement oublié. Donc, je sais pas, Léa, je sais pas si c'est que ça n'a pas été répondu ou que je vois pas les réponses. Mais en tout cas, la question, parce que c'est une question qui nous revient très régulièrement, qui nous est demandée, soit pour les enfants qui ont des reflux, ou soit des enfants qui sont très encombrés et qui leur médecin leur aurait pu demander de les surélever un peu par rapport à l'éclair qu'ils peuvent avoir. Donc, notre question, c'était si mon enfant en a besoin, est-il possible de surélever le lit pendant la sieste? Donc, vous aviez comme réponse non, car nos lits ne sont pas adaptés. Oui, si la directrice estime que l'état de l'enfant le nécessite vraiment. Et oui, uniquement sur ordonnance du médecin et en fournissant la prescription médicale de la Proclib. Donc, il faut savoir que... Alors, attendez 2 petites secondes. C'est bon. Donc, du coup, je reviens sur le sondage. Donc, la bonne question, c'est que pour faire ces genres de démarches, il nous faut impérativement une ordonnance. Donc, c'est des demandes de la PMI qui nous demandent vraiment, souvent, vous nous dites, oui, mais moi, à la maison, je mets juste une serviette au-dessus du matelas, comme ça va le surélever. C'est juste un petit peu. Donc, il faut savoir que c'est sur ordonnance et avec du matériel vraiment qu'on achète en pharmacie. C'est des vrais blocs qu'on va mettre pour faire vraiment un vrai proclive avec un harnais pour éviter que l'enfant coule pendant la nuit, se glisse. Donc, du coup, sachez que même si on comprend l'origine de la demande, il n'est pas possible pour des raisons de sécurité chez nous de pouvoir le faire un peu comme ça avec quelques coussins, avec une serviette. Donc là, vous allez avoir un autre quiz à répondre. Vous en allez avoir 2 que vous pouvez commencer à répondre. Ah oui, ok. Ouais, vous pourrez commencer et on va venir petit à petit sur les autres. Donc je crois que Léa elle est en train de les mettre, donc merci beaucoup. Et donc on a choisi avec Elsa les 3 cas qui nous reviennent tous les années, tous les mois, des enfants, voilà, les cas qui reviennent très quotidiennement. Donc, je vais laisser Elsa commencer. Oui, donc ensuite, on voulait faire du coup un peu un focus sur les particularités qu'on pouvait retrouver à la crèche. Donc, la première chose, c'était du coup l'enfant qui ne dort pas à la crèche, qui ne fait pas de sieste de la journée, et parfois ça inquiète beaucoup les parents. Sachez que nous, c'est pas anodin de notre côté. On tente de trouver des solutions, on observe l'enfant, on en discute avec les parents quand il arrive du coup que l'enfant n'arrive pas à se laisser aller à la crèche ou n'éprouve pas le besoin de dormir. On fait du coup des observations entre nous, on met en place des réunions pluridisciplinaires pour pouvoir échanger. Est-ce que l'enfant, du coup, est-ce qu'on rate son train du sommeil? Est-ce qu'on n'est pas assez vigilant à ses signes du sommeil? Est-ce que c'est le fait d'être un dortoir collectif qui le dérange? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait trop de bruit dans la section à côté? Est-ce qu'on ne pourrait pas reproposer le sommeil à un autre moment? Enfin voilà, on explore vraiment toutes les pistes. Et on peut aussi du coup solliciter l'intervention de la psychologue qui est là régulièrement à la crèche. Donc voilà, demander son avis, qu'elle fasse aussi des observations. Parfois qu'elle vous sollicite du coup pour échanger avec les parents, faire un rendez-vous avec les parents, avec la psychologue et ou avec la directrice, afin du coup de pouvoir un peu questionner sur ce que vit votre enfant à la crèche. Oui, et que sur Todd, comme on disait tout à l'heure, quand on a vu sur le tableau les heures des sommeils,
Vous allez y venir. C'est vrai que pour un parent, c'est très stressant. Ça m'arrive personnellement avec la mienne, dès qu'elle dort pas du tout dès sa journée. Mais je me dis, mais bon, elle a quand même fait une belle nuit. Elle a donc c'est pas grave. Parfois, ça peut arriver que pendant une période, il dort pas en milieu de journée. Mais s'il dort bien pendant la nuit aussi, on peut lâcher prise sur ça aussi également. Alors, Elsa, petite précision. Alors, je viens de comprendre pourquoi je voyais pas les réponses du sondage. Oui, C'est parce qu'il faut cliquer sur le petit œil. Je sais pas, au cas où toi, Elsa, tu le savais pas. j'ai vu, oui, merci. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde, il y avait une grande partie qui avait bien répondu par rapport à la proclim. Oui. Donc, bravo à tous. En tout cas, le message aussi de dire que si votre enfant est dans ce cas-là et qu'il ne dort pas à la crèche, n'hésitez pas à venir en parler aux professionnels ou à la directrice, parce que ça peut, ou pas, vous mettre en difficulté, mais vous pouvez aussi vous retrouver du coup face à un enfant qui est plus irritable le soir, où il y a beaucoup de pleurs, ou à contrario, du coup, un enfant qui s'endort très tard, etc. Et encore une fois, le but, c'est vraiment de trouver un compromis pour le bien-être de votre enfant et que nous, on puisse faire des essais dans la journée et réajuster. Donc là, on va vous faire, du coup, c'est Tatiana qui va reprendre la partie et qui va du coup regarder le petit sondage que vous avez répondu. Exactement. Ah, pardon. Non, mais désolée. Spoiler. Du coup, moi, je vais aller sur le deuxième cas qu'on voit souvent, c'est l'enfant qui ne veut pas dormir dans le dortoir. Alors ça, en général, c'est des cas qui vont arriver tout au début. Quand l'enfant il arrive à la crèche, il fait son adaptation, c'est déjà beaucoup pour lui de se sentir à l'aise dans l'espace des vies où il est toute la journée. Connaître cet nouvel espace où c'est beaucoup plus calme, où la professionnelle, souvent, elle reste pas tout le temps. Ça peut être encore une autre étape qui va arriver, mais peut-être un peu plus tard. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il veut pas dormir dans le dortoir, on vous a demandé est-ce que du coup l'enfant peut dormir dans l'espace. Donc, la plus grande partie a répondu oui si l'enfant s'y sent bien. Il y a une petite partie qui a mis c'est impossible parce que c'est beaucoup trop bruyant. Et une petite partie qui a mis oui, mais quand les autres enfants dorment dans le dortoir. En effet, comme la plupart ils le disent, un enfant peut dormir dans l'espace des vies. Cela n'est pas une interdiction pour nous en crèche, tout au contraire. Et que ça ne concerne pas que les bébés, parce que vous avez dû les voir dans nos crèches, les bébés vont souvent dormir dans l'espace, parce que, comme on disait tout à l'heure, le sommeil paradoxal, c'est un sommeil qui arrive assez rapidement. Donc, parfois, ils sont en plein éveil et d'un coup, hop, en fait, ils dorment. Donc, c'est aussi pour une des raisons qu'ils vont dormir dans l'espace et parce qu'on souhaite pas les réveiller, on souhaite pas les changer une fois qu'ils dorment pour qu'ils se réveillent pas dans un endroit autre que c'est lui où il s'est endormi. Et il va voir aussi, ça peut arriver avec des grands qui souhaitent pas parce que ils en ont pas envie et parfois c'est juste par des périodes où ils vont pas du tout aller dans le dortoir et on va leur proposer de dormir dans l'espace. En tout cas, il y a aussi les enfants qui vont vouloir dormir dans l'espace parce que le bruit et sentir qu'il y a toute une vie qui passe tout autour pendant qu'eux, ils dorment, ça leur rassure. Même si pour nous, en tant qu'adultes, on s'est dit non mais jamais je vais pouvoir dormir avec ces bruits. Il y a parce que les enfants rient, les enfants pleurent, etc. Donc ça se passe très bien et justement c'est ça qui va leur rassurer. Et que parfois, comme j'ai dit, ça peut être une solution transitoire qu'on va proposer. Et que cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais dans le dortoir, plus jamais. Voilà. Donc, je laisse Elsa peut-être continuer sur l'autre, si c'est bon pour toi. Oui. Alors, du coup, le dernier point, c'était du coup l'enfant qui dort trop, parce que souvent, excusez-moi, souvent à la crèche, du coup, on est confronté aussi du coup à des parents qui trouvent que leur enfant dort trop à la crèche. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un petit sondage. Donc, la question était à partir de combien de temps considère-t-on qu'un enfant dort trop à la sieste? Donc, là, il y avait trois réponses 5 heures, 3 heures ou 2 heures.
Donc la majorité, vous avez été à dire que c'était 5 heures. Alors en fait, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, puisqu'en fait, ça dépend vraiment des représentations de chacun, de comment vous vivez la chose et de comment dort votre enfant en particulier. Voilà, nous, à la crèche, on peut pas considérer qu'un enfant dort trop, puisqu'on estime que si il dort, c'est qu'il en a besoin, et c'est important aussi pour lui, justement, pour pouvoir se reposer, pouvoir acquérir de nouvelles choses, et d'autant plus que la crèche, c'est un environnement assez stimulant pour l'enfant. Par contre, voilà, ce qui est important pour nous, c'est qu'on entend encore une fois, quand c'est dans l'autre sens, voilà, que l'enfant ne dort pas ou ne dort trop. Vous pouvez aussi être en difficulté à la maison. Ça peut être plus difficile pour le rendormir le soir, etc. Donc, c'est important qu'on puisse en parler, que ce soit en partenariat. Et du coup, je rebondis aussi sur du coup le deuxième schéma que nous avait présenté Tatiana. L'important, c'est que ça s'équilibre dans la journée. Parfois, ils peuvent faire 5 heures de sieste et puis dormir un peu moins la nuit. Voilà. Oui, je pense que c'est important ce qu'Elsa elle dit. C'est vrai que parfois ils vont dormir plus chez nous, mais parce que la crèche c'est un endroit beaucoup plus stimulant qui va demander beaucoup plus d'énergie à l'enfant que ce qui peut être à la maison, parce que ça joue tout le temps, parce que parfois on sort à l'extérieur aussi, et du coup ça va stimuler à l'enfant. En tout cas, sachez qu'on peut mettre quand même des choses en place à la crèche. Il faut vraiment venir nous en parler, qu'il y ait une communication entre nous. Et encore une fois, on peut faire nous aussi des réunions. On peut vous mettre en relation avec la psychologue de la crèche et on peut faire des observations sur l'enfant pour savoir peut-être qu'il y a pour percevoir que parfois peut-être il y a des jours où il dort plus parce que il s'est passé une journée plus intensive. Ou voilà, on peut aussi apporter des éléments de réponse en observant les enfants. Et il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est aussi la verbalisation. C'est très important de verbaliser aux enfants tout ce qu'ils peuvent ressentir, tout ce qui a pu se passer dans la journée, puisque ça peut du coup influer sur les émotions et sur le sommeil. Tout à fait. Donc est-ce que je peux passer? Ça, c'est bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Super. Donc, on vous a pris quelques petits livres que vous pouvez lire avec les enfants qui parlent sur la thématique du sommeil. Je crois que Léa et Quentin, on vous les envoie à la fin du webinaire aussi, mais vous pouvez déjà les noter. Et on a également choisi... Ah, pardon, et ça, je crois que c'était toi ou Non, c'était c'est moi? pas grave. Du coup, on en a ciblé un vraiment sur la sieste du coup à la crèche et les deux autres sont un peu plus générales du coup sur le sommeil. Le premier du coup est de Héloïse Junier du coup. Donc voilà, il est très intéressant et ça peut être du coup des pistes pour vous pour lire à vos enfants le soir en répétition plusieurs fois ou pas. Mais c'est des livres qui peuvent vous accompagner sur le sujet et justement à verbaliser ce qui se passe pendant le sommeil, pour le sommeil. On a pris également un livre pour les parents par rapport au sommeil, mieux le comprendre, qu'est-ce qu'on fait selon les difficultés. Et là, on parle du sommeil vraiment en termes général et pas que les siestes en crèche. Donc, c'est le livre d'Héloïse Junier Conadeur et qui justement avait aussi également fait déjà un chapitre de notre podcast Les Petites Transmissions. Donc, c'est dans la saison 1 et donc elle avait fait un podcast sur le sujet que je trouve qui est juste génial. Donc, on vous conseille aussi d'y aller pour prendre plus d'informations et plus de connaissances. Le prochain webinaire qui aura lieu, c'est pour parler de la période des oppositions, cette période qu'on adore tous, surtout ceux qu'on a déjà des enfants à partir d'1 an, 1 an et demi. Donc, qui sera fait avec Diane et Marcia et qui aura lieu le 17 janvier. Donc, pareil, vous allez bientôt recevoir un mail pour vous inscrire. Et c'est le moment de répondre à vos questions. Est-ce que, Elsa, tu veux commencer? Je commence. Tu me dis, j'ai pas le temps de les lire. Moi non plus. On va prendre 2 petites secondes. On va la lire à voix haute et puis après, on va voir. Alors, du coup, il y a Diana qui nous demande, pour éviter plusieurs réveils nocturnes, notre enfant, quand il se réveille vers 2 heures,
pardon, quand J'adore cette question. notre enfant, quand il se réveille vers 2 heures, se rendort avec nous dans notre lit. La psychologue m'a conseillé de consulter, mais personnellement, cette situation m'arrange à partir du moment où tout le monde dort. Vous pensez que c'est grave? Alors, Alors, je pense que c'est grave. Déjà, non. moi, ce type des questions, déjà, moi, je réponds toujours avec une question. Quand vous dites, vous, ça vous arrange. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous, ça vous arrange? Moi, je pense que vous, vous dites, moi, tout le monde dort, tout me va très bien. Donc moi, du moment où ça va à tout le monde, pour moi, il n'y a aucun souci. C'est normal qu'un enfant, alors je ne sais pas quel âge il a votre enfant, mais on est encore dans une société qui demande énormément de l'autonomie pour l'enfant dans des périodes où il ne doit pas être autonome. Et il faut savoir aussi, et je trouve que c'est très parlant, vous dites vers 2 heures du matin. Pourquoi? Parce que on va avoir un cumul des fatigues tout le long de la journée. Et cette cumul des fatigues, au fur et à mesure que les cycles de la nuit passent, il va être réduit. Donc l'enfant, bien entendu, plus la nuit avance, moins il est fatigué. Qui parle des mois fatigués parle aussi d'avoir plus du mal à enchaîner ses cycles parce qu'il est plus fatigué. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui disent vers 3 heures du matin, mon enfant dort toute la nuit, mais à 3 heures du matin, on ne sait pas ce qui se passe, mais là il faut aller pour le recoucher, pour le réendormir. Donc, c'est pour ça que c'est à 2 heures. C'est parce que, comment j'imagine qu'elle doit se coucher, votre enfant, très tôt et que du coup, vers 2 heures du matin, il commence à être plus réveillé et qu'il a besoin d'une présence pour enchaîner son cycle, même si jusqu'avant, il n'en a pas eu besoin. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Presque 3 ans, oui. Donc, c'est l'âge vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Naïs avait répondu tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux répondre, Elsa. Je prends pas. La sieste à la crèche a-t-elle un impact sur le sommeil, l'endormissement le soir à la maison? Ben, comme on disait, oui, ça peut influer. Enfin voilà, c'est vraiment de se dire si enfin, si vous avez des difficultés d'endormissement le soir ou de sommeil, vous pouvez venir nous en parler à la crèche pour que nous, du coup, on puisse échanger avec vous sur nous, comment ça se passe à la crèche, est-ce que c'est un enfant qui dort pas, est-ce que c'est un enfant qui dort beaucoup, etc. Et encore une fois, ce qui est important, c'est vraiment, du coup, la quantité de sommeil par rapport à son âge, comme on a pu expliquer au départ. Après, comme on dit avec Elsa depuis tout à l'heure, tout a un impact sur le sommeil, même plein de choses du quotidien qui nous paraît pas important. Après, il faudrait savoir quel est votre, sur quel sujet vraiment ça pose la question, mais en effet, il peut tout à fait avoir un lien. Alors, Oui, je c'est vois une pour ça question. qu'on disait que c'est très important de verbaliser parce que parfois ça peut être juste une période un peu plus intensive au travail, un peu moins de disponibilité pour l'enfant, ou ça peut être une période de tristesse pour nous en tant que parents. Et des fois, juste de verbaliser, tu sais, maman est triste en ce moment ou maman est en colère en ce moment, etc. Ça peut aider aussi votre enfant à se dire, bon, c'est pas de ma faute, j'ai intégré maman en ce moment est moins disponible, ou papa. Ouais. Et il y avait une question donc des Amélie qui disait mon enfant a 6 mois, il dort bien dès 19h30 à 23h30 généralement, il prend un biberon et après le sommeil devient entrecoupé. Que faire? Alors c'est ce qu'on disait, là c'est des cas où il faudrait connaître toute une histoire et que quand on fait des conseils par rapport à ça, il y a toute une anamnèse, tout un entretien qui dure entre 1 heure et demie, 2 heures avant. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, Amélie, c'est que jusqu'à les 18 mois au mois, c'est tout à fait normal qu'il y a des réveils au milieu de la nuit. Il a à peine 6 mois, donc c'est normal qu'il y ait plus de réveils et qu'encore une fois, ça vient en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Des 19h30 à 23h30, je pense qu'il se repose bien et qu'après, il est moins fatigué et donc il va avoir beaucoup plus du mal à enchaîner ses cycles de sommeil. Mais après, encore une fois, je peux pas vraiment répondre à cette question parce qu'il faudrait avoir plein d'autres éléments que je n'ai pas et qui mériteraient vraiment d'un rendez-vous à l'individuel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont venues ou si tu veux rajouter quelques choses, Elsa. Écoute, non. Il y avait une question où tu avais répondu dans le chat, il me semble, c'est ça? J'avais pas répondu. C'était quelqu'un qui demandait à quel moment on peut mettre en place un objet transitionnel.
D'accord, donc on avait répondu du coup un petit peu pendant la partie où on a parlé de l'objet transitionnel. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment d'âge, hein, c'est vraiment dès qu'il y a séparation, l'enfant peut bénéficier d'un objet transitionnel. Il faut juste l'adapter. Ben, soit vous choisissez, comme j'ai pu le dire précédemment, quelque chose pour lui, même si après plus tard il choisira un autre doudou, c'est pas grave, ou simplement quelque chose avec votre odeur, quelque chose de simple, un t-shirt, un linge. Mm, mm, mm. Oui, et que c'est vrai que souvent, il y a des parents qui vont nous dire, pendant les entretiens avant leur adaptation, vont nous dire, ah bah honnêtement, c'est même pas la peine parce qu'il le regarde même pas. On avait acheté un joli doudou, mais il le regarde même pas. Mais en fait, il faut savoir que c'est normal parce que en général, vous êtes en congé, vous êtes avec lui. Bah, son doudou, c'est vous. Donc, du coup, il n'y en a pas besoin parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu besoin de mettre en place quelque chose qui fait un lien avec la maison parce qu'il est tout le temps à la maison, il est tout le temps avec vous. Mais moi, ce que je conseille, malgré que jusqu'ici, il n'y en avait pas, ce n'est jamais trop tard. Pareil que ce n'est jamais trop tôt, hein, parce que moi, je conseille même le doudou de commencer à dormir avec le doudou même avant la naissance du bébé pour qu'il soit bien imprégné de l'odeur de la maison à la naissance. Donc, en vrai, on peut aller vraiment très, très loin. Mais c'est jamais pas non plus trop tard parce que jusqu'ici, il n'y a pas eu besoin, tant mieux, mais non aujourd'hui. Et que parfois, ça peut arriver, il y a des enfants qui regardent pas, et c'est vrai, leur doudou pendant leur journée. Mais il y en a d'autres qui ne sont jamais eu besoin et que d'un coup, quand ils arrivent en crèche, comme il y a une vraie séparation, bah là, il y en a besoin. Et du coup, on peut le mettre en place, même plus tard, c'est jamais trop tard. Exactement. Et je pense qu'on avait tout répondu. Je ne sais pas si Léa peut me dire s'il y avait d'autres questions que peut-être on n'a pas suivies. Entretemps. Mais je crois que non, je regarde un peu. Oui, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Rien, avec grand plaisir. Merci à vous toutes. Merci à Léa qui du coup était un backup en train de tout gérer. Merci à vous pour Super. votre participation. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet échange. Et à très bientôt pour d'autres webinaires qui vont bientôt arriver.